Bonsoir, nous allons vous montrer dans ce journal un document émouvant, Ayrton Senna, avant sa mort. Ce document a été tourné par Jean-Sébastien Fernandez pour l'émission Tout le sport sur France 3. Jean-Sébastien Fernandez a passé 3 jours avec l'équipe Williams-Renault à Imola, donc avec Senna. Nous allons le voir dans quelques minutes, ce document, mais rejoignons auparavant notre envoyé spécial Alain de Chalvron à Bologne, où le corps du champion se trouvait encore ce matin, avant de quitter la ville pour Paris, puis Sao Paulo, sa ville d'origine. 17h30, début du dernier voyage. Derniers hommages, sobres et dignes, de simples applaudissements. Le cortège funéraire part pour l'aéroport. Certains, certaines le suivent encore. Dans la foule de plusieurs centaines de gens, une admiratrice plus toute jeune a un malaise. Reste beaucoup d'émotions, de tristesse, de pleurs. Adieu Ayrton. Ayrton Senna sera inhumé jeudi dans un cimetière de la banlieue de Sao Paulo avec tous les honneurs dus à un champion plus, à un homme considéré comme un héros national. Laurent Frédéric Bollet se trouve au Brésil. Survol d'un pays et d'une ville meurtrie, Sao Paulo, 20 millions d'habitants, la cité qui a vu naître Ayrton Senna, la cité qui en direct à la télévision l'a vu mourir, la cité qui demain lui rendra un dernier hommage. Ici depuis 2 jours c'est le deuil national, mais demain l'émotion sera à son maximum. Les journaux, la télévision ne parlent que de la mort de l'enfant du pays, les mêmes photos, les mêmes douleurs face à la disparition de l'homme qui était le meilleur ambassadeur du Brésil. Quartier de Villa Maria, au nord de Sao Paulo. Ici se trouve le Torcida Ayrton Senna, fan club de toujours, pris d'assaut à l'annonce de la mort de l'idole. Les photos et les tableaux ont dû être transférés pour être exposés en pleine ville. Dehors, on regarde cette maison où Senna était venu. Les enfants ont perdu un héros, le seul peut-être de leur jeunesse. Demain, on attend donc plusieurs millions de personnes ici à Sao Paulo pour accompagner le cercueil d'Ayrton Senna de l'aéroport jusqu'à l'Assemblée législative. Une dernière ferveur immense pour accompagner donc une dernière fois Ayrton Senna, considéré avant comme un dieu vivant et que personne n'arrive à considérer maintenant comme un homme mort. Ayrton Senna s'est tué dimanche après-midi sur le circuit d'Imola. Pour quelle raison, on ne le sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est que le champion du monde n'était pas détendu. Il avait vu la veille, lors des essais, sur un écran de télévision en direct, l'accident qui avait coûté la vie à l'Autrichien Ratzenberger. Et il se posait des questions sur la sécurité à Imola. Notre confrère de France 3, Jean-Sébastien Fernandez, avait passé 72 heures avec lui et avec l'équipe Williams-Renault. Something broke on the left rear going into the right hand. No. That's one that's quite difficult. Pulling you out again. Ecco la Williams Renault di Ayrton Senna por la condición ha dominato tutte le sessioni. C'est un extrait du document que nous venons de voir. Nous vous proposerons une diffusion plus longue à la fin de ce journal avec un commentaire d'Alain Escoubet. Nelson Mandela a dansé aujourd'hui à Johannesburg. Le chef de l'ANC a ainsi fêté la victoire attendue. Les résultats officiels ne sont pas encore connus. Et son accession probable avant l'heure à la fonction suprême. François Cornet. L'ancien bagnard de Robben Island, le pestiféré noir du régime de l'apartheid, Magic Mandela comme on le surnomme dans sa région natale du Cap Oriental, l'homme sage aux cheveux neigeux,
était sorti des geôles d'Afrique du Sud le poing levé. Il célèbre aujourd'hui sa victoire et sans doute sa revanche sur un pas de danse. Caracolant largement en tête, avec 63% des voix sur la moitié des bulletins jusqu'à présent dépouillés, l'ANC est assuré des résultats définitifs des premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Le 10 mai prochain, le président Nelson Mandela prêtera serment et l'histoire de l'Afrique du Sud basculera inéluctablement. Un seul cri dans cette nuit de fête à Johannesburg ou Soweto, enfin libre, comme le répétera Nelson Mandela. Vous avez fait preuve de tant de calme, de patience et de détermination pour reconquérir ce pays. Avec une immense joie, nous pouvons crier fort sur les toits, enfin libre. 45 ans d'apartheid et plus de 3 siècles de domination blanche balayés dans la liesse populaire d'une nuit de nouvelles libertés. Les incertitudes du futur repoussées à plus tard. Comment les Blancs qui ont toujours régné sur ce pays vivent-ils cette journée historique? Nous poserons la question dans un instant à notre invité en direct de Johannesburg, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Pik Botha. Mais avant de le retrouver, suivons nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Alain Saint dans l'un des collèges privés fréquentés par la bourgeoisie blanche. Et les Blancs que nos confrères ont rencontrés ont voté Mandela. À journée particulière, chanson particulière. Leçon de culture politique française au collège privé le plus huppé de la ville. De la 6e à la terminale, 530 collégiens, parmi eux très peu d'enfants, de couleur. 40 au total, noirs et métis. Aux élections fictives organisées dans ce collège, 80% des voix sont allées au Parti démocrate blanc, plus libéral que le Parti national de Frédéric de Klerk. Mais dans leurs estimations, les enfants avaient prévu la victoire de Nelson Mandela, est-ce à dire qu'ils s'en réjouissent? Oui, pour l'Afrique du Sud entière, c'est un jour spécial. Bon, mais c'est pas tant un changement pour les Blancs que pour les Noirs. C'est un bon début pour le pays, Noirs et Blancs ensemble et tout ça, avec un peu de chance, ça ira. Mandela a attendu très longtemps, De Klerk pense que c'est aussi un bon début pour lui, enfin, je pense que les choses vont s'améliorer. Oui, c'est vraiment une journée spéciale pour nous. Je pense que c'est l'un des jours les plus importants depuis bien longtemps. C'est un grand changement, et après tellement d'années d'apartheid. Tout d'un coup, tout le monde est égal, et ça, c'est vraiment super. C'est une chose formidable. Qui dit fin de l'apartheid dit égalité raciale, mais pas forcément des chances. Surtout pas celle d'entrer dans ce collège. L'origine socioculturelle de l'élève est déterminante. Pour moi, la couleur de la peau importe peu. Nous avons un très haut niveau scolaire, donc il faut avoir la capacité de rentrer ici. La qualité des études est très élevée. Nous sélectionnons les enfants les plus forts, qui ont les meilleures notes, afin d'être sûrs de pouvoir les faire entrer à l'université. Si un enfant a le niveau requis, on l'accepte. On ne sélectionne pas d'après la couleur de la peau, mais selon les capacités. Si la langue zoulou est enseignée à Crawford College, ce n'est pas par intérêt ethnographique. C'est l'une des 3 langues officielles de l'Afrique du Sud et donc l'un des vecteurs du commerce et des affaires entre Johannesburg et Durban. Les enfants de l'élite libérale sud-africaine sont à l'image de leurs parents. La fin de la tyrannie et de l'apartheid, ils l'ont souhaité de tout cœur, mais pas pour les mêmes raisons que les Noirs. Pour sauvegarder leurs intérêts économiques et assurer le retour de l'Afrique du Sud après 30 ans d'embargo dans le concert des nations. Et nous allons rejoindre en direct de Johannesburg notre invité ce soir, M. Pik Botha, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur le ministre. Good evening to you. Bonsoir. Vous êtes ministre des Affaires étrangères depuis 1977. Vous avez donc été ministre au temps de l'apartheid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il emporte chez vous? La peur ou l'espoir? Je crois que pour un grand nombre, pour la majorité des Sud-Africains, c'est un rêve qui s'est réalisé, rêve qui existait depuis des années. Pour d'autres, cela a peut-être été un cauchemar, mais qu'il s'agisse d'un rêve
ou d'un cauchemar, nous devons tous maintenant remettre les pieds sur terre. Le gouvernement d'unité nationale doit être constitué. Le président de Klerk a accepté hier soir que l'ANC a gagné les élections. Cela ne fait pas de doute. Il faut maintenant aller de l'avant. Je suis quant à moi convaincu que le gouvernement d'unité nationale, qui sera constitué à partir des deux grands partis, l'ANC et le Parti national, je suis convaincu que ce gouvernement sera à même de conduire ce pays de façon à attirer les nouveaux investissements dont nous avons besoin. Je suis convaincu que l'on pourra contenir la violence, car la grande majorité des Sud-Africains seront en mesure de s'identifier avec leur gouvernement. C'est de cela que nous avons besoin. Donc je regarde avec confiance vers une période de croissance, une réduction de la violence, une diminution de la criminalité et la capacité de ce pays à mettre en œuvre des politiques qui créeront des emplois. Si nous avons la bonne politique économique et sociale, à mon avis, il y aura des investissements européens, je l'espère, tout particulièrement des investissements français, car la France a toujours manifesté son intérêt, pas seulement pour l'Afrique en général, mais pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique australe. Voilà, Monsieur Pigbota, voilà, vous venez de prononcer un mot d'espoir, et l'espoir se lit dans votre regard, plutôt détendu, et dans les mots que vous venez de prononcer. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ministre depuis 1977. Est-ce que dans quelques jours, est-ce que dans quelques semaines, quand M. Mandela sera président, pourra-t-on encore vous appeler Monsieur le ministre? Autrement dit, souhaitez-vous rester ministre d'un gouvernement dirigé par M. Mandela? Je suis disposé à servir dans le nouveau gouvernement, mais si cela ne se fait pas, eh bien, je n'aurai pas de regrets. J'ai eu une vie bien remplie. J'ai sillonné le monde, j'ai rencontré la plupart des chefs d'État. J'ai assisté à la désintégration, à l'effondrement de l'Union soviétique, par exemple. J'ai assisté à la défaite du marxisme, du communisme en Europe centrale. J'ai pris part aux grands événements en Afrique australe. Que puis-je demander de plus? Donc, si je dois partir, eh bien, je partirai avec un sentiment de bonheur et de satisfaction. Alors, je vous demanderai, M. Pigbota, des réponses très brèves parce que le temps compte. Je poserai la question différemment. À votre avis, y aura-t-il des ministres blancs dans un gouvernement à majorité noire? Voyez-vous, je voudrais vous demander de ne plus raisonner en termes de blanc et de noir quand vous parlez de l'Afrique du Sud. Vous auriez peut-être pu venir nous voir pendant les élections, pendant le scrutin. De longues files d'attente, de blancs et de noirs mélangés ont voté pour l'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu d'autres incidents que quelques attentats à la bombe. Il n'y a eu aucun incident dans les files d'attente pour voter. C'est comme si l'Afrique du Sud a enfin trouvé la paix avec elle-même. Cela est important. Je voudrais lancer un appel à l'Europe pour arrêter de raisonner en termes de race et de racisme quand on parle de l'Afrique du Sud. Merci, M. Pigbota, pour ce témoignage en direct de Johannesburg. D'un mot, d'un seul. L'Afrique du Sud a été isolée au banc des nations pendant de longues années. Elle peut devenir demain un modèle pour le monde? Cet isolement a déjà disparu. Nous avons plus que doublé nos représentations diplomatiques à l'étranger. L'isolement est révolu. Les portes du monde se sont déjà ouvertes. Les portes de la France, notamment, et je vous en sais gré. Merci encore pour cette réaction en direct de Johannesburg. Bonsoir. D'un miracle à l'autre, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et Shimon Peres s'apprêtent à signer demain au Caire, après de rudes négociations et malgré les morts de part et d'autre, l'acte final de l'accord de paix et d'autonomie palestinienne à Gaza et Jéricho. Notre envoyé spécial Charles Anderlin nous appelle de la capitale égyptienne.
Ce n'est peut-être pas un hasard si le décorateur du Palais des Congrès a décidé de placer la cérémonie de demain sous le regard du Sphinx. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signeront en effet un des accords les plus compliqués jamais réalisés au Proche-Orient. Du moins si les négociations de la dernière heure aboutissent, car il reste encore quelques problèmes importants à régler. Le Premier ministre israélien et le chef de l'OLP tentent de les résoudre en ce moment avec l'aide du président Hosni Moubarak et de Warren Christopher, le secrétaire d'État américain. Tout le monde se prépare donc à passer une nouvelle nuit blanche en discussion serrée. Mais déjà, Israéliens et Palestiniens ont le sentiment de vivre un tournant dans leur histoire. Je pense qu'en fin de ces négociations, on se comprend un peu plus. Le problème de confiance est un problème qui prendra du temps. Les réalités sur le terrain devront le prouver. Effectivement, nous avons finalement établi des bases pour un dialogue, pour une coopération. Nabil Abouznaïd est un des responsables de l'université d'Hébron. Il est très ému. Pour la première fois, dit-il, les Palestiniens prendront leur destin en main. Et pour la première fois aussi, ils auront leurs propres policiers. C'est la grande question ce soir, quand les policiers palestiniens pourront-ils se déployer en force à Gaza et à Jéricho? À l'heure actuelle, la décision définitive n'a pas encore été prise. Dans les territoires occupés, cet accord provoque encore des remous. Des colons israéliens ont manifesté près de Jéricho, mais les dirigeants de Jérusalem sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur volonté de paix. Et Jéricho, où se trouvent Olivier Lerner et Alon Grégo, se prépare à accueillir dans les prochaines semaines Yasser Arafat. Jéricho était sale, ce soir Jéricho est propre et prête. L'autonomie promise pour demain 10h méritait bien ce ravalement de façade. Les graffitis rappelant l'intifada ont été effacés. Les quelques militaires encore présents au centre-ville ont découvert un Jéricho qu'ils ne soupçonnaient pas, un Jéricho qu'ils ne connaîtront pas. Jéricho, cité interdite aux Israéliens aujourd'hui. Et pour cause, la colère monte chez les colons. Ariel Sharon, l'ancien ministre du Logement, donne le ton. À 3 km seulement de Jéricho, on réclame la démission de Yitzhak Rabin et on en vient aux mains. Dans 24 heures, théoriquement, l'autonomie sera décrétée à Gaza et à Jéricho. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? D'abord, ce n'est pas l'autonomie qui est décrétée à Gaza et à Jéricho. C'est l'embryon d'un État palestinien en création, qui est une menace mortelle pour l'existence même de l'État d'Israël, sans aucune différence entre Tel Aviv ou ici. Ici, on est une part intégrante de l'État d'Israël, comme Tel Aviv, comme Jérusalem, comme Haïfa. Manifestant le matin, agriculteur l'après-midi. Pierre Hamel s'est installé dans la vallée du Jourdain il y a plus de 24 ans. Son exploitation agricole située à moins de 10 km de Jéricho, 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, marche bien. Il gagne 12 000 francs par mois, un bon salaire pour le pays. Des aubergines, du raisin, des dattes, des fleurs, tout pousse dans ce désert où pourtant la terre doit être lavée pour donner. Pour rien au monde, il ne l'abandonnera aux Palestiniens. Nous sommes venus ici pour vivre toute notre vie et pour que mes enfants continuent ce que nous avons commencé ici. Autrement, ça n'aurait aucun sens ce que j'ai fait. Vous ne connaissez pas un agriculteur dans le monde qui veut quitter sa terre. Ça n'existe pas. Ni chez les Arabes, ni chez les Juifs, ni chez les Beaucerons et ni chez les Corses. 120 000 Israéliens installés dans 146 colonies de la Cisjordanie et de la bande de Gaza bénéficient d'un sursis d'au moins 2 ans. Rabin l'a promis. Pierre Hamel ne va pas se mettre à compter les jours pour autant. Demain matin à 10 h, il sera à pied d'œuvre. Les aubergines qui poussent ici comme des champignons sont déjà mûres et prêtes à cuire. Tous ces reportages que nous diffusons chaque jour, toutes ces images de guerre ou de paix, nous les devons à des confrères qui sillonnent le monde pour vous et qui risquent leur vie pour que vous soyez informés. Nous n'avons pas l'habitude de nous étendre sur nos propres conditions de travail, mais sachez qu'aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse. Reporters sans frontières, dirigé par Robert Ménard et qui se dépense sans compter pour cette liberté, a fait le bilan de l'année 93, année noire pour notre profession. 63 journalistes ont été tués et 145 autres sont aujourd'hui emprisonnés. 63 journalistes ont été tués en 1993. Et aujourd'hui, plus de 140 sont emprisonnés dans le monde. Le pays où notre profession a été le plus endeuillée s'appelle l'Algérie. Il n'est pas bon là-bas d'être journaliste
Il n'est pas bon là-bas de dire la vérité, elle est souvent punie de mort. Et nos confrères ne cachent pas qu'ils écrivent souvent la peur au ventre, mais ils écrivent. Nos envoyés spéciaux à Alger, Jérôme Bonny et Bruno Giraudon, ont rendu visite à la rédaction d'un journal qui a pour nom Liberté. Dans chaque rédaction aujourd'hui en Algérie, chaque parution du journal est une victoire, remportée par une poignée d'hommes et de femmes dont la vie est devenue un combat. Samuel, je pense que tu peux faire le papier de rappel de tous les journalistes que nous avons donc perdus. Pour leur édition d'aujourd'hui, les journalistes de Liberté ont décidé de faire leur une sur la Journée internationale de la presse. Un sujet qu'ils connaissent bien. Ici, l'heure de la conférence du matin n'est jamais la même pour des raisons de sécurité. Parce que chaque habitude peut être fatale à des journalistes que des extrémistes ont pris pour cible. Montrer son visage est aussi un risque que la plupart d'entre eux préfèrent ne pas courir. Depuis l'assassinat de Tahar Djaoud, il y a un an, 14 journalistes algériens ont été tués. Parmi eux, Smaïl Yelsaf, présentateur du 20h de la télévision algérienne. Cette violence est le résultat de la profonde fracture qui s'est creusée dans la société algérienne depuis que les islamistes, qui allaient gagner les élections, ont été mis hors la loi début 92. Une fracture que Yassine, le jeune rédacteur du papier sur la presse, vit chaque jour. Le dialogue dans certains quartiers est difficile. On vit dans des quartiers où nos voisins, des fois, sont des islamistes extrémistes. Ça nous arrive, mais ça dérape à chaque fois. Ça dérape. Et là, on préfère mettre terme pour ne pas que ça aille plus loin. Sur le qui-vive, les journalistes algériens sont aussi confrontés à un pouvoir qui, ces 2 dernières années, dans un état de tension extrême, a toujours cherché à contrôler l'information. En moins de 2 années d'existence, on a été suspendu 2 fois. Et 2 suspensions qui ont totalisé à peu près 60 jours. Donc, est-ce qu'on peut dire que la presse est muselée aujourd'hui en Algérie? Muselé, le terme est très fort, mais bridé, je pense que c'est peut-être un peu plus correct. C'est-à-dire qu'on essaye de donner un coup de vis chaque fois que c'est possible. Donc vous avez des relations conflictuelles avec le ministère de l'Intérieur? Ce n'est pas des conflits très ouverts, mais je dirais, je parlerai beaucoup plus du point de vue donc, du ministère de l'Intérieur, des rappels à l'ordre. Je crois que c'est l'expression qui leur est très chère, ils nous rappellent à l'ordre. Et vous en tenez compte? Non, du moins pas à Liberté. Chaque soir, l'épreuve traverse Alger sous couvre-feu jusqu'à l'imprimerie dans un quartier bien surveillé. C'est d'ici que sortent la plupart des journaux algériens. Ces rotatives appartiennent à l'État qui peut à tout moment couper le robinet de l'information. Même si les rapports entre gouvernement et presse se sont décrispés ces derniers temps, chaque titre apparaît toujours comme un défi aujourd'hui en Algérie. Et il y a un autre pays où le devoir d'informer coûte aussi très cher aux journalistes, la Bosnie. Gérard Beaufils. La première victime que fait une guerre est la vérité. C'est ce qui est écrit sur cette plaque commémorative inaugurée à Sarajevo. 68 journalistes ont trouvé la mort depuis juin 1991 en exerçant leur métier dans l'ex-Yougoslavie. Le directeur général de l'UNESCO avait tenu à le rappeler sur place aujourd'hui. Sarajevo et Bosnie-Herzégovine, c'est seulement une part de tragédie mondiale. Je pense que nous sommes tout le monde à ce moment au début d'une période de l'offensive de totalitarisme, d'injustice, de la fin de toutes les valeurs mondiales. Et malheureusement, encore une fois, il y a beaucoup de politiciens du monde, il y a beaucoup des hommes du monde qui ne comprennent pas la situation, sauf les journalistes. Les journalistes sont les victimes de cette époque, de cette période. Alors Sarajevo bien sûr, mais aussi l'Algérie, l'ex-Union soviétique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, d'autres destinations. Les témoins de l'histoire instantanée payent partout un lourd tribut pour que circule l'information. Souvent anonyme, souvent en danger, parfois incompris, les journalistes sont aussi ceux qui permettent aux démocraties de triompher de l'obscurantisme. Si vous voulez aider les familles des confrères victimes de la violence ou emprisonnés pour délit d'opinion, vous pouvez acheter ce document publié par Reporters sans frontières. Il comporte 100 photos prises pour défendre ce qui nous est cher, la liberté de la presse.
Aux États-Unis, le docteur Jacques Kevorkian a aidé 20 personnes à mettre fin à leur jour en 4 ans. Il pratiquait ce qu'on appelle l'euthanasie. On le surnomme là-bas le docteur suicide. Son comportement a provoqué une vive polémique dans le pays, mais aussi un procès. Docteur suicide a été acquitté. Bruno Albin. Jack Kevorkian, ce médecin à la retraite, symbolise aux États-Unis ce que certains nomment le droit de mourir. Il était accusé d'avoir illégalement aidé Thomas Hyde, 30 ans, à mettre fin à ses jours en respirant du monoxyde de carbone. Les jurés l'ont déclaré non coupable. Sur cet enregistrement, Thomas Hyde, victime d'une maladie nerveuse incurable, avait confié à Jack Kevorkian sa volonté de mourir et d'abréger sa déchéance. La fiancée de Hyde a témoigné du calvaire de son ami. Elle a convaincu le jury que Jack Kevorkian n'avait agi que pour mettre un terme à sa douleur. À 20 reprises en 4 ans, le docteur Kevorkian a ainsi aidé des malades en phase terminale à mourir. Au début, il plaçait une perfusion reliée à un flacon de sérum inoffensif. Un autre flacon contenait un poison. Jack Kevorkian se retirait alors et laissait le malade tourner lui-même une molette pour faire couler le poison à la place du sérum. Ensuite, il avertissait la police. Je veux en finir avec la vie. Comme cet homme, des dizaines et des dizaines de malades désespérés venaient le supplier de les assister dans leur suicide. L'an dernier, l'État du Michigan a passé une loi interdisant cette pratique. Jack Kevorkian a persévéré. Son acquittement ne fait que relancer la controverse. Le procureur redoute que ce verdict encourage les supporters du docteur Kevorkian à poursuivre dans la même voie. Jack Kevorkian lui-même affirme que d'autres médecins doivent pouvoir à leur tour dire qu'ils assistent le suicide de leurs patients sans faire l'objet de mesures d'intimidation. Les familles de ceux qu'il a aidés à mourir le placent sur un piédestal, parlent d'un homme admirable, merveilleux. D'autres se demandent moins passionnément si les tribunaux peuvent ici décider du bien ou du mal. La presse a surnommé Jack Kevorkian docteur suicide, d'autres l'appellent docteur mort. Faudra-t-il un jour présenter à son assureur sa carte d'identité génétique? En d'autres termes, l'assureur aura-t-il ainsi la possibilité de connaître tous les risques de maladie chez l'individu avant de l'assurer éventuellement? Ce n'est qu'une question posée aujourd'hui, mais une question posée à haute voix. Frédéric Rota. Pour prédire les maladies, la médecine essaie d'isoler les gènes. Certains gènes, on le sait, préparent le terrain pour le développement, entre autres des cancers, de la myopathie ou de la mucoviscidose. Mais la connaissance approfondie des gènes a des effets pervers. Les compagnies d'assurance ne vont-elles pas, pour le calcul des primes, tenir compte des facteurs scientifiques d'hérédité? Pour l'instant, la réponse est non. Les compagnies se sont donné 5 ans pour voir les progrès de la science et réfléchir. Mais la concurrence européenne dans le domaine des assurances se profile et les clients eux-mêmes pourraient très bien exiger un bonus en faisant état d'un bon patrimoine génétique. Nous, assureurs, nous risquons d'être confrontés à une situation fort différente qu'on n'imagine pas souvent. C'est celle de l'assuré qui, croyant bénéficier d'un profil favorable, voudra le faire valoir par rapport aux autres. Le problème posé est fondamental et ne laisse pas indifférents les scientifiques. Ils ne veulent pas ouvrir la porte à tous les excès. Est-ce que l'on va moduler les primes d'assurance sur la vie, assurance incapacité, maladie, en fonction de ce patrimoine génétique? Et je dois dire que tout dans l'évolution des règles des assurances et même du marché économique y pousse. La conséquence, ça serait tout de même un recul très important d'un principe fondateur de nos sociétés qui est la solidarité. Si on veut éviter qu'il y ait une utilisation sociale extrêmement large de ces renseignements, il faut que la société le dise et l'interdise. Il y a des réglementations, il y a des lois. Les lois ont toujours servi à cela. L'utilisation abusive des informations génétiques pourrait aboutir à un système inégalitaire, et cela dans d'autres domaines. Par exemple, les employeurs pourraient privilégier des personnes jugées sans risque. C'est à la société de dire si elle veut ou pas de ce système. Une simple radiographie pour lutter contre le cancer. Après de nombreux pays occidentaux, la France lance à son tour un programme de dépistage du cancer du sein. Jean-Daniel Fessaquier. Qui est concerné? Toutes les femmes de 50 à 69 ans. Partout en France? Non, pas pour l'instant. Seulement 21 départements participent au dépistage, dont 2 en région parisienne. Comment se fait le dépistage? Par une simple radiographie des 2 seins, ce que l'on appelle une mammographie, qui se fera tous les 3 ans si l'examen est normal. Pour assurer une bonne qualité à ces examens, chaque radiographie sera lue par 2 médecins différents. Et s'il subsiste le moindre doute, c'est un collège formé d'autres spécialistes qui fera une 3e lecture de ces radios. Enfin, les femmes n'auront rien à payer pour cet examen, ce sera complètement gratuit pour elles. En revanche, le coût de chaque examen, 500 francs environ, sera assumé pour moitié par l'assurance maladie et le conseil général du département.
De quoi ont-ils parlé aujourd'hui nos députés de notre langue, autrement dit du projet de loi du ministre de la Culture, Jacques Toubon, un projet de loi sur la défense de la langue française qui se situe à mi-chemin, dit-il, du purisme et du snobisme. Véronique Saint-Olive. Jacques Toubon le dit, l'identité du peuple est en jeu, la langue est menacée. Pour la défendre, le ministre de la Culture se bat avec une loi d'une haute ambition, d'une portée universelle. C'est dans son texte. Pourtant, dans l'hémicycle, le ministre se sentait un peu seul. Cependant que dans les couloirs, les députés faisaient de la traduction simultanée. Si on vous dit, moi Ségolène Royal, je suis dans le Ouzou, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, moi Ségolène Royal, je suis dans le qui est qui. Ciel, Monsieur Toubon, comment vous traduisez en anglais? Heaven, Mr. Toubon. Moi, Robert Pandreau, je ne suis pas dans le Ouzou. Je crois que les traductions sont en difficulté. Comment vous dites ça? Je ne sais pas comment on peut le traduire. Allez, chiche. Là, vous me séchez. Tout à l'heure, on m'a demandé de traduire flirt. C'est amusant, ça. Et quand j'étais jeune, on avait déjà une définition. C'était la main dans le machin dans la main, et jamais le machin dans le machin. Donc on pourra toujours trouver une définition pour des mots réputés étrangers. Comment vous traduisez flirt? Conte d'amour. Vous trouvez ça plus joli? Oh non, j'aime bien le flirt. On rigolait ferme dehors, mais on s'ennuyait ferme dedans. Cela s'est su. Alors, en toute discrétion, les jeunes qui étaient là ont fait un repli stratégique. Ils étaient en short, en court, shocking, vraiment choquant. Illustration pratique de la difficulté à s'entendre sur les mots, s'étendre. J'écoutais Santini, un lapsus, linguet. Donc, illustration pratique de la difficulté à s'entendre sur les mots. Comment appeler le train sous la Manche, l'enfant de deux pays, la France et l'Angleterre? Sachez que des négociations très rudes ont eu lieu pendant des mois entre Français et Anglais. Première proposition des Français, la navette, shocking, comme dirait Véronique Saint-Olive, trop français. Les Anglais ont proposé de shuttle. Les Français ont trouvé ça scandaleux, trop anglais. Un compromis a été enfin trouvé. On l'appellera le shuttle. Alban Mikosi, Patrice Pelé. Ce sera donc le shuttle. Le shuttle, ça sonne mal. Un peu comme le fruit illégitime des amours interdites. Au Moyen-Âge, on punissait l'enfant l'appelant Jean le bâtard. Aujourd'hui, on a inventé le shuttle plutôt que the navette. Il paraît que des mois de réunion ont été nécessaires pour avoir cette idée géniale. Génial, d'ailleurs l'idée a fait des petits, la voix se dira le link côté anglais et sans doute the liaison côté français. Coup de chance, en anglais tunnel se dit tunnel. Voilà qui va simplifier la tâche des cheminots. Do you speak English? J'en étais sûr. You speak English? Non, non, non. You don't speak English? Non. Comment vous allez? Je parle très peu anglais. Mais si je dis que je parle anglais, vous allez me parler anglais et je vais avoir l'air ridicule. À bord des trains, les traductions sont elles aussi approximatives. Translation are not terrific. Mais bon, après quelques années, ce sera sans doute mieux, l'entente cordiale, sinon on pourra toujours songer à reboucher le tunnel. Il ne sera plus possible pour certains supporters de clubs de football à se défouler à bon compte après un match ou lors d'un match. La justice aujourd'hui a condamné les supporters parisiens à des peines de prison ferme. Isabelle Staès, Christian Leroux. Libre mais coupable. Sur les 18 supporters poursuivis, 14 quittent ce matin le palais de justice. Pas un mot sur leur condamnation, juste quelques gestes d'insulte, l'ordinaire. Ceux-là ont pris jusqu'à 3 mois ferme, une peine déjà couverte par leur détention préventive. Mais pour ceux qui avaient frappé le plus violemment les CRS lors du match PSG-Caen, 4 supporters que le procureur avait qualifiés d'activistes anti-policiers, de voyous lâches et dangereux, la peine est plus lourde, 10 mois d'emprisonnement ferme. Des sanctions à peine plus légères que celles requises par le procureur, au soulagement toutefois des avocats. C'est la première fois que des supporters passaient devant le tribunal et c'est vrai qu'on pouvait craindre une sévérité extrême en pensant que ces supporters allaient servir d'exemple. Et le tribunal, c'est pour ça que je crois que le tribunal a rendu vraiment une très très bonne décision. Le tribunal a jugé en toute équité et n'a pas voulu que ces supporters servent d'exemple. Ces supporters, en effet, ont eu la peine qu'ils méritaient.
Aujourd'hui, le président du PSG, Bernard Brochant, ne dit pas un mot et se contente d'un communiqué pour parler de peine justifiée, lui qui avait curieusement appelé à l'indulgence lors du procès. Quant aux 3 supporters détenus depuis 7 mois, ils seront bientôt libres. Tous sont désormais interdits de stade pour une période maximum de 3 ans. Je vous l'annonçais au début de ce journal, nous allons conclure notre édition par la diffusion d'un document qui a été tourné par Jean-Sébastien Fernandez pour l'équipe Tout le Sport de France 3. Jean-Sébastien Fernandez a passé 72 heures, jeudi, vendredi, samedi et dimanche avec l'équipe de Williams-Renault sur le circuit d'Imola, autrement dit avec Ayrton Senna. Alain Escoubet. Je m'appelais Ayrton Senna. Et ces images sont les dernières de ma vie de 34 ans. C'était vendredi dans les stands de mon écurie et les techniciens peaufinaient ma voiture. Tout le monde vous l'a dit depuis, je ne me sentais pas bien. L'accident de Barrichello m'avait terriblement secoué et j'avais arrêté les essais. Chez nous tous, on se posait des questions sur ce circuit rapide et dangereux et les visites n'arrivaient pas à me détendre. Alain Prost était venu nous dire bonjour amicalement. On faisait mine de rien dans notre entourage et la vie allait son cours entre casse-croûte avec Frank Williams et discussions avec les techniciens. Mais le lendemain et pour la première fois depuis de longues années, l'un de nous avait trouvé la mort. Je m'étais assis dans mon baquet pour en ressortir aussitôt en découvrant l'accident de Ratzenberger. Plus rien ne pouvait me décider à reprendre le volant ce jour-là. Je suis descendu de voiture pour constater l'horrible tragédie. Week-end infâme, à la fin duquel il fallait bien pourtant que je fasse mon métier, mais avant je voulais aller voir une dernière fois mon ami. Le lendemain, j'ai repris la voiture pour gagner et je me suis concentré. 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 Mais vous savez la suite. Mon ami Berger a voulu faire cesser la course, mais tel est notre destin dans notre monde. La course doit continuer. Adieu. Un document de Jean-Sébastien Fernandez, au moment où Alain Escoubet parlait. Un télégramme nous arrivait de Bologne. Une information judiciaire pour homicide a été ouverte contre le directeur de la société qui dirige le circuit d'Imola. Information judiciaire ouverte à la suite des 2 accidents qui ont coûté la vie à 2 champions, l'Autrichien Ratzenberger et le Brésilien Ayrton Senna. Une dernière nouvelle avant de rendre l'antenne au programme. Le garde des Sceaux Pierre Megnery va poursuivre les auteurs d'une contre-enquête sur la prise d'otage de Neuilly de l'année dernière. Il s'agit de 2 personnes dont nous avons parlé hier et qui, dans un livre, à la suite donc d'une enquête menée, affirment que HB Human Bomb, Eric Schmidt, avait été tué, c'était lui le preneur d'otages d'enfants, avait été tué dans son sommeil. Ce journal est terminé. Dans quelques instants, Sophie Davant vous annoncera le retour de la pluie dans la plupart des régions du pays demain. Puis 20h50, le film avec Whoopi Goldberg. 22h40, Bal et Masque de Mireille Dumas. Et 23h55, les dernières infos avec Philippe Lefebvre avant le cercle de minuit de Fil. Demain 13h, Daniel Bilalian. Je vous retrouve à 20h demain. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.